l'actualité de ce jeudi, 2 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal, 33 personnes sous traitement. Le gouvernement dégaine un bazooka face au coronavirus. L'État lance un plan de contingence de 64 milliards de francs CFA. Tous les secteurs seront touchés par la crise. Le continent africain pourrait voir sa croissance passer de 3,2% à 2% en 2020. Comment le secteur privé va s'en remettre? Par où passe la relance? On en parle avec le docteur Abdourahmane Diouf. Les restrictions se poursuivent. Va-t-on vers un confinement général? Tout le Sénégal sous cloche dans ce journal. Nous vous dirons pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée chez nous. Avec Abdoulaye Cissé, le Sénégal ferme totalement ses frontières aériennes. Seuls les vols domestiques entre Dakar et Ziguinchor, les vols cargo, les évacuations sanitaires et les vols spéciaux sont autorisés. PNC aux portes, désarmement des toboggans jusqu'au mois d'avril. La jeune compagnie suspend tous ses vols internationaux et régionaux. Le ministre de l'Intérieur martèle les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Baptême, mariage, funérailles, toutes les cérémonies familiales doivent se tenir dans les maisons. Les 23 Sénégalais bloqués à la frontière maroco-mauritanienne sont en route pour le Sénégal. Ils seront directement mis en quarantaine, annoncent les autorités. D'abord, cette découverte macabre, un homme a été retrouvé égorgé sur la corniche ouest. La scène ressemble à une exécution. Le trentenaire a été retrouvé les mains ligotées. La police scientifique s'est rendue sur place. La police nationale promet de se prononcer dès demain. Par rapport au coronavirus, cette bonne nouvelle maintenant. Le bébé de 2 ans infecté du Covid est guéri. Guérison également pour l'octogénaire et sa femme déclarée le 4 mars. 2 personnes sont positives au coronavirus. Aujourd'hui, suivons là-dessus les précisions du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Sur 22 tests réalisés, 2 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Il s'agit de l'enfant de 2 ans déclaré positif le 14 mars, du mari et de la femme déclarés positifs respectivement le 3 mars et le 4 mars 2020. Ces 3 patients sont guéris et leur sortie d'hospitalisation interviendra dans les heures qui suivent. Et dans cette situation actuelle, un mot revient de plus en plus, confinement. Abdoulaye Cissé, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Question pratique, Abdoulaye, va-t-on vers un confinement général? On peut le penser, mais dans le discours officiel, il manque un élément de gravité. Pourquoi il manque un élément de gravité? Les États qui ont dû aboutir à un confinement ont constaté d'abord que le système sanitaire était dépassé dans leur pays, ou à tout le moins ont constaté que le système était par terre, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Pour l'instant, les autorités tiennent un discours rassurant, mais qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque demain. Si on prend en compte les remarques et même les alertes de l'Organisation mondiale de la santé qui prévient les États africains pour prendre des mesures idoines, le gouvernement du Sénégal pense pouvoir maîtriser la situation et pense devoir faire avec les mesures édictées jusqu'ici. On peut croire que le confinement n'est pas forcément peut-être dans les prochains jours. Et si jamais, Abdoulaye, ces éléments de gravité étaient là, on ne le souhaite pas, de façon pratique, est-ce que c'est possible? On peut le décréter, mais bien entendu, ce qui est en cause, c'est l'efficacité. Il faut éviter surtout de prendre des mesures qui restent improductives. Je m'explique. Quand vous décrétez un confinement total, ça veut dire que tout le monde reste à la maison. On est dans un pays où la structure socio-économique est de telle sorte que les gens se lèvent le matin pour aller gagner leur soupe du soir le jour même. Et le lendemain, on recommence la même procédure. Vous confinez les gens, ils auront le choix de vous dire on a le droit de choisir entre la mort et la mort. C'est-à-dire que ne pas se nourrir
et ne pas survivre, ou alors faire face au Covid-19. Dans tous les cas, entre deux mots MAUX, on choisit le moindre mal. Mais bien malin qui peut dire, c'est lequel le moindre mal entre sortir et affronter le virus ou rester chez soi et bien entendu ne pas avoir de quoi manger. Ce sera difficile. On n'aimerait pas se retrouver à la place des autorités. C'est une bien difficile décision à prendre. Merci beaucoup Abdoulaye. En attendant d'y voir un peu plus clair, un plan de contingence a vu le jour, un plan de contingence pour renforcer les capacités du pays à faire face. Les autorités sont décidées à réanimer l'économie nationale. Le plan est chiffré à 64 milliards de francs CFA. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Mardieg. L'activité de plusieurs secteurs au ralenti, la conséquence de la pandémie du Covid-19, selon les prévisions, une baisse de 1,5% de la croissance économique du pays, un coup dur pour le Sénégal qui se prépare tout de même. Et considérant l'évolution de la pandémie au Sénégal et son impact sur l'économie, Monsieur le Président de la République a pris en Conseil des ministres du mercredi 18 mars 2020 des mesures fortes pour soutenir l'économie. Premièrement, la mise en place d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, dénommé Force Covid-19, pour soutenir les secteurs affectés afin d'atténuer les effets négatifs de l'épidémie sur la croissance et les emplois. La taille du fonds que nous voulons mettre en œuvre dépendra des besoins identifiés sur la base des études, des évaluations et des enquêtes conduites par les différentes structures de l'État. Parmi les secteurs qui seront les plus touchés, le tourisme, le transport aérien, entre autres, quelles mesures d'accompagnement pour les entreprises de ces secteurs qui demandent un moratoire sur le plan fiscal? C'est vraiment prématuré de penser à un moratoire sur la fiscalité. Les effets négatifs de cette pandémie se traduisent par une chute des indices des marchés financiers que certains assimilent à un crash boursier. Ces effets produiront inéluctablement un fort ralentissement. Les discussions sur le sujet vont se poursuivre entre l'État du Sénégal et les secteurs privés. Une rencontre est même prévue ce vendredi à cet effet, mais en attendant, le Covid-19 continue de donner du fil à retordre. Merci, cher docteur Abdourahmane Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Plan de contingence de 64 milliards, création d'un comité de croissance et de veille économique Covid-19 pour anticiper les répercussions économiques. Est-ce que le secteur privé est rassuré ce soir ? Alors, c'est déjà très bien d'entendre le ministre de l'économie qui nous fait un discours effectivement très rassurant. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une crise sanitaire à la base. Donc, on a beaucoup entendu le ministre de la Santé et les autorités gouvernementales qui travaillent aussi sur ce sujet. Le Sénégal est en train de vivre une catastrophe qui est adossée à une catastrophe économique internationale. Cette catastrophe sanitaire-là est en train de nous dicter nos différentes attitudes. Donc, avant de parler d'économie, il fallait déjà que le Sénégal prenne un certain nombre de mesures d'urgence pour confiner la pandémie. Oui. C'est en bonne voie. Nous demandons juste à nos citoyens, à nos concitoyens d'être un peu plus regardants sur leurs attitudes, sur leur façon de faire. Même si le confinement n'a pas été décrété, on est dans une situation d'autoconfinement. Oui. Donc on règle d'abord la question sanitaire. Oui. Maintenant, sur le plan économique, est-ce que vous êtes rassuré ? Le timing est important parce que pour nous, c'est important de faire comprendre que la question de la santé est plus importante que la question économique. Il faut d'abord régler la question de la santé. Maintenant, sur la question économique, nous avons très bien écouté le discours du ministre Amadou Hott. Nous avons très bien pris note des différentes, de la déclaration globale sur le contingentement avec les 64 milliards. Nous pensons qu'il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre très rapidement. Lesquelles ? Demain, on aura une réunion avec lui. Nous sommes en train de réfléchir sur tous les éléments qui permettent aux petites et moyennes entreprises et même aux plus grandes de ne pas avoir des problèmes de trésorerie. Est-ce que vous allez dans le sens des hôteliers qui demandent justement un report des échéances fiscales ? C'est une possibilité sur laquelle on va réfléchir demain. Mais quand je réfléchis à l'idée de base, c'est qu'on n'est pas en train de travailler parce que le gouvernement a mis en place un certain nombre de décisions. Donc le gouvernement, dans tous les États du monde qui prend ces décisions, a une responsabilité vis-à-vis de la situation économique. Donc
Donc cette responsabilité vis-à-vis de la situation économique peut être compensée, on va dire, par des mesures d'urgence. Effectivement, la compensation fiscale, le report du paiement des impôts peut être un élément, le report de la TVA qui reste dû peut être un élément. Pour le ministre, par exemple, c'est prématuré. Qu'est-ce que vous pensez? On va en discuter. Demain, on rencontre le ministre, on va en discuter. Mais à notre avis, tout ce qui contribue à permettre aux entreprises de garder de la trésorerie doit être une solution qui est proposée. Et aujourd'hui, dire qu'on fait un report sur les impôts, un report sur la TVA, un report sur les VRS, permet aux entreprises de gagner un peu d'argent, de garder de l'argent qui ne leur appartient pas, qu'ils vont payer à l'État tôt ou tard, mais qui leur permettent de garder de la trésorerie. Parce que la difficulté actuellement, c'est important, c'est qu'on travaille, on doit faire face à des charges, on doit payer des salaires, mais on n'a pas de recettes. Ces recettes-là qu'on est en train de perdre ne sera pas entièrement pris en charge par l'État, mais on peut trouver un consensus qui permette au secteur privé de garder cet argent pour faire face à la trésorerie. Très rapidement, que dites-vous de la riposte sous-régionale? Les ministres des Finances de l'UEMOA vont rencontrer prochainement la BCEAO, la commission de l'UEMOA et la BAD. Vous vous attendez à quoi au sortir de cette réunion? Nous nous attendons à ce que les États et ces organisations internationales comprennent que l'économie est drivée par le secteur privé. Ça peut être le secteur privé sous-régional communautaire comme le secteur privé national. C'est le secteur privé qui fait les emplois, c'est le secteur privé qui crée de la richesse. Donc à chaque fois que l'État est dans une difficulté pareille, l'État doit être dans la situation de donner un certain nombre de privilèges entre guillemets au secteur. Moi je rappelle toujours ma théorie sur le triangle. Vous avez l'État... Même si le secteur privé ne fait pas tout quand même dans ce pays. Non, mais le secteur privé fait l'essentiel. Le secteur privé fait l'essentiel. Les emplois, pour l'essentiel, c'est le secteur privé. Les impôts, pour l'essentiel, c'est le secteur privé. Et là, en l'occurrence, c'est le secteur privé qui perd. Maintenant, nous ne voulons pas donner l'impression d'être confinés quelque part comme secteur privé qui défend des intérêts égoïstes. On est dans une relation triangulaire. Où le consommateur sénégalais, le contribuable sénégalais, pour la plupart du temps, c'est un salarié du secteur privé. Très rapidement, donc si on ne soutient pas son entreprise ou son patron, lui-même ne va pas s'en sortir. Très rapidement, une question subsidiaire. Selon la Commission économique de l'UEMOA, la croissance de l'Afrique pourrait passer de 3,2% à 2%. Est-ce que, dans ce contexte, l'entrée en vigueur prochaine de l'ECO, qui est prévue en juillet, est compromise? Je ne sais pas si elle est compromise, mais j'aurais aimé, moi, que ça ne soit pas compromis. Parce que tous les éléments de la crise actuelle montrent qu'on a des difficultés supplémentaires par rapport à d'autres, parce que nous n'avons pas les clés de notre économie. Nous n'avons pas les moyens de réguler nous-mêmes notre propre monnaie. C'est un handicap. Le fait aussi qu'on ait eu des taux de croissance élevés à un certain moment donné et qu'aujourd'hui, ça ne se reflète pas sur l'économie, c'est lié au fait que, en termes de concession de services publics, la plupart de nos services publics concédés qui apportent énormément d'argent sont concédés au secteur privé étranger. Le projet ECO doit continuer quoi qu'il arrive? À mon avis, le projet doit continuer. À mon avis, et on va y aller de plus en plus, on doit avoir des politiques communautaires. Mais toute cette politique communautaire est drivée par le secteur privé en partenariat avec nos différents États. Docteur Abdourahmane. Donc nous attendons demain avec impatience la rencontre avec le ministre et nous reviendrons certainement pour dire nos propositions concrètes sur la question. Et ce sera sur TFM. Merci beaucoup, docteur. Un fonds de riposte et de solidarité qui s'ajoute à la cellule nationale de lutte. Une initiative saluée tout de même par les acteurs de la santé. Ils demandent en revanche une gestion collective du fonds. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Mohamed Dieng. L'État poursuit la riposte contre le coronavirus. Au-delà de la création d'une cellule nationale de crise, le président Macky Sall lance Force Covid-19, un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. C'est un fonds qui est le bienvenu parce que le ministère de la Santé à lui seul ne peut rien faire. Même le plan qu'on avait concocté qui tournait autour de 1,4 milliard, c'est un fonds simplement prévisionnel. Donc avec maintenant ce qu'on appelle ce plan de contingence qui doit prendre en compte tous les aspects. Donc vous voyez ces aspects de chômage, ces aspects de mise en quarantaine de certaines personnes donc qu'il faut soutenir pendant qu'elles sont en quarantaine. Vous voyez donc c'est un ensemble donc, de dépenses auxquelles il faudra faire face. Et aucune dépense donc, ne doit être négligée s'il s'agit seulement d'extirper de notre pays ou du monde entier donc, ce virus, ce Covid-19. Toutefois, la gestion doit être inclusive de la vie de Mbalo Diacham. Si c'est l'État seulement et ses démembrements, donc il y aura beaucoup de méfiance par rapport aux contributeurs. Que ce soit une gestion inclusive où toutes les parties seront représentées
et que la destination soit assez claire donc, et précise pour une éventuelle reddition des comptes aussi. Tous les travailleurs appelés à contribuer, And Gueusseum a déjà prévu des actions de solidarité pour faire face à la pandémie. Chaque agent de santé fera une contribution symbolique. Ne serait-ce qu'à hauteur de 1000 francs, contribuer à l'achat, disons, d'un détergent, d'un antiseptique, d'un gant ou quelque chose. Merci beaucoup. Désarmement des toboggans jusqu'au 18 avril chez Air Sénégal. Les derniers vols régionaux sont opérés aujourd'hui. La compagnie continue en revanche la desserte de Ziguinchor. Le syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie écarte toute idée de fermeture d'hôtels. Ce serait une catastrophe pour les travailleurs, selon ces syndicalistes. Des travailleurs qui vont percevoir l'intégralité de leur salaire du mois de mars. D'autres seront en congé annuel le mois d'avril, le temps d'y voir un peu plus clair. Fat Bintou Conté et Mohamed Djeng. Les hôteliers ont décidé de fermer leur établissement pour des raisons économiques, conséquence des effets collatéraux du coronavirus. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie n'est pas de cet avis et pense qu'un hôtel ne peut pas être fermé. Fermer un hôtel, c'est une catastrophe. C'est pas possible. Je attends des gens, il faut fermer les hôtels. Mais c'est des gens qui ne sont pas responsables. L'hôtellerie, il a 150 000 employés. C'est le secteur le plus employé au Sénégal. La proposition, c'est que aujourd'hui, les employés vont aller en chômage technique. Actuellement, les négociations sont en train d'être menées pour trouver la meilleure formule. Les patrons, ils ont engagé de payer entièrement ce mois-là. Dans le mois d'avril, les patrons ils sont tombés d'accord pour envoyer les gens congé annuel. Si fin d'avril, le problème règle, il n'y a pas de problème, tout le monde va reprendre. S'il n'est pas réglé, chaque patron il est engagé de payer les gens 50% de salaire brut. Et la Djingaï estime que la situation est très difficile pour les employés qui, en plus de recevoir des miettes à la fin du mois, vont devoir percevoir seulement la moitié de leur salaire. C'est difficile. Je dis que le salaire sénégalais est très minime. N'est-ce pas? Alors, quand tu perçois 50% de vos salaires, vous savez, il y a des difficultés, évidemment. Mais nous sommes obligés de le gérer comme ça. Les établissements hôteliers en crise, ils subissent de plein fouet les conséquences du coronavirus et le personnel idem. Pour ne pas freiner justement la productivité en cette période de crise, des entreprises optent pour le télétravail puisqu'il faut éviter les rassemblements même au bureau. Problème, la transformation digitale de la majorité des sociétés sénégalaises est encore au stade de balbutiement. Dans ces circonstances, le télétravail ne sera pas pour tout le monde. Tout de suite, voyons tout cela avec Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. L'application de nouveaux plans de travail adaptés à la prévention contre le Covid-19 est possible au Sénégal. Dans l'administration et les entreprises privées, la DIE s'y est déjà préparée et n'attend que le feu vert du chef de l'État. Nous avons ce qu'on appelle le système de vidéoconférence. Également, tout à l'heure, avant que vous veniez, j'ai animé une réunion donc en vidéoconférence où mes collaborateurs n'étaient pas tous présents au niveau du siège de la DIE et on a pu tenir la rencontre sans difficulté. Il faudrait qu'on anticipe parce que clairement, on ne sait pas comment en tout cas la maladie va évoluer. Le Code du travail nous y oblige. Donc il faudrait vraiment une décision exceptionnelle du chef de l'État pour pouvoir généraliser ce télétravail-là. Une optimisation des ressources limitées de l'État, l'utilisation des données, tout cela nécessite l'accompagnement de partenaires. Et le meilleur moyen aujourd'hui de faire cette optimisation, de trouver les moyens optimaux, d'utiliser de façon optimale les moyens, c'est le digital. Et le meilleur moyen de collecter l'information aussi, c'est le digital aujourd'hui. Donc ça c'est un deuxième point qui me semble très très important et je finirai ce point en disant que l'intelligence artificielle jouera un grand rôle sur ce volet d'optimisation des ressources. Aujourd'hui, si on a en tout cas dans le secteur privé, des startups ou des entreprises qui ont développé des plateformes qui peuvent aider donc, dans la lutte contre le coronavirus, en tout cas aujourd'hui l'ADIE ouvre ces plateformes, ouvre ces data centers pour héberger ces applications-là. Le vice-président du CNP a invité les entreprises à faire dans la transformation digitale et à assurer le pilotage. Pour ce qui concerne, je veux dire, le pilotage à distance des processus de l'entreprise, c'est tout un processus de digitalisation qu'il faut mettre en place. Et c'est pour ça que le CNP
ayant senti, je veux dire, l'impérieuse nécessité d'aller vers la transformation digitale des entreprises, pas seulement pour leur compétitivité, mais également pour leur pérennité, a lancé un projet de transformation digitale des entreprises sénégalaises. Pour le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État, les opérateurs de téléphonie doivent, dans ce contexte, revoir le coût de la connexion et faciliter ainsi l'accès à Internet. Même si c'est possible d'avoir la gratuité, il faudra y aller pour sauver notre pays. L'adaptation des activités dans les entreprises à travers le télétravail, une méthode qui peut s'avérer efficace dans la lutte contre le Covid-19. Merci Mambiram. Et puis les 23 Sénégalais bloqués à la frontière maroco-mauritanienne sont en route pour le Sénégal sous escorte. Et des Ivoiriens également sont dans ce convoi. Ils seront directement mis en quarantaine selon le secrétaire d'État Moïse Sarr. Au nombre de 23. 23 avec même 3 questions d'une haute nationalité et 2 autres d'une haute nationalité que je ne vais pas citer. Effectivement, ils ont été bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie parce que tous les États ont pris des mesures draconiennes, je dirais même restrictives, en renforcement au niveau de la frontière, ce qui est tout à fait compréhensible. Et quand ils ont été bloqués, le signalement a été fait. L'ambassade a pris assez rapidement en contact et entré plus rapidement en contact avec les autorités mauritaniennes. Notre consul honoraire effectivement a été activé et au moment où je vous parle, nous avons eu à trouver un accord ou bien même une dérogation exceptionnelle des autorités mauritaniennes. Ils sont aujourd'hui en mouvement vers Rosso, sous escorte également. Et arrivé à Rosso aussi, je pense qu'ils seront confinés parce que c'est pour des mesures sécuritaires. C'est la raison pour laquelle nous voulons que nos compatriotes qui sont dans la diaspora puissent intégrer cette donne. Aujourd'hui, vraiment, c'est rester dans les pays d'accueil, c'est suivre scrupuleusement les mesures qui sont édictées par ces gouvernements-là, c'est éviter tout déplacement, a fortiori un déplacement vers le Sénégal ou vers un autre pays. Et malgré le communiqué du ministère de l'Intérieur, le flou subsiste encore sur la fermeture ou pas des mosquées. Vous l'avez suivi sur TFM, l'association des imams et oulémas du Sénégal plaide pour une fermeture totale des mosquées. Oui, pour la prière collective du vendredi, mais pas pour tous les autres jours. Pour la Ligue des imams du Sénégal, suivant là-dessus l'avis tranché d'un imam magistrat. À mon avis, c'est un communiqué qui reste encore à interpréter. Parce que, comme vous le savez, pas plus qu'hier, il y a deux associations religieuses qui ont sorti des communiqués et qui sont divergents. Alors, pour ne pas poser de problème, moi je demande, c'est l'État qui a l'impérium, c'est l'État qui doit s'imposer. Donc il est temps que l'État prenne ses responsabilités en prenant des communiqués clairs. Il n'y aura pas de discussion. Un communiqué clair, mais pourquoi ne pas dire correctement, fermer les mosquées? Mais je pense que c'est plus simple. Fermer les mosquées sont exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Du temps de prophète, lorsqu'il y avait des fortes pluies, ou le froid, ou les glissements de terrain, mais on demandait aux gens de prier chez eux. Et on demandait même aux muezzins de changer les formules ou la formulation même de l'azan, en leur disant que si vous arrivez à l'endroit Hayya ala Salah, dites Sallu fi buyutikum, priez chez vous, priez dans vos maisons. Je pense que rien ne l'interdit. Dieu nous demande de faire des prières. Aqimus salat. Maintenant, salatul jama'a ou salatul jumu'a, c'est-à-dire les prières collectives, ça aussi c'est prévu par le Coran. Mais si tu as quelque chose qui l'empêche, mais tu seras pardonné. Rappelons, le ministre de l'Intérieur martèle les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Baptême, mariage, funérailles, toutes les cérémonies familiales doivent se tenir désormais dans les maisons pour éviter au maximum les rassemblements. Aly Ngouille Ndiaye incite les restaurateurs à privilégier la vente des plats à emporter. Toutes les manifestations ou rassemblements sont interdits jusqu'au 14 avril.
Les gares routières des zones également à risque, celle de Kaolack par exemple, est un lieu de forte concentration humaine. Les responsables prennent la question à bras-le-corps. Un important dispositif est mis en place par les acteurs. Un acte salutaire selon le médecin-chef régional. Ibrahima Djamé Faligay. La gare routière dénommée Garage Dakar de Kaolack, porte d'entrée de la ville, grouille de monde. Les passagers viennent de partout. Ce n'est pas la course vers eux, mais la course vers la lutte contre le coronavirus. Les responsables de la gare routière, conscients du danger et de la propagation rapide de la pandémie, ont préparé un important dispositif de prévention pour se prémunir de la maladie. Vous avez vu les matériels qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc on a 10 tableaux, tous les courseurs. On a donné les matériels. Les matériels, c'est se laver les mains. Donc nous allons prendre ces dispositions-là. Et nous allons sensibiliser aussi les chauffeurs et les clients qui vont venir ici. La mise en place de ce dispositif est d'autant plus important que cette gare routière est un carrefour où les passagers viennent de tous les horizons. Les clients viennent partout. De Dakar, de Touba, de Thiès. Voilà, même sur les frontières. Nous allons les sensibiliser. Seul le respect strict de ces mesures de prévention peut leur permettre de s'éloigner de cette pandémie, leur a conseillé le docteur Mohamedou Souba, chef de service de chirurgie de l'hôpital régional de Kaolack, venu leur apprendre les techniques d'hygiène. Ce secteur étant un secteur où transite beaucoup de monde, et on a jugé nécessaire de venir les appuyer en connaissance concernant la réalité de ce virus, les modes de transmission, les signes cliniques qui peuvent les aider à détecter d'éventuels cas et aussi les conduites à tenir en tant que personnel de la gare routière. Ainsi donc, responsables de la gare routière, coxeurs, chauffeurs, tout comme apprentis chauffeurs sont sensibilisés et promettent de respecter et de faire respecter donc ces règles d'hygiène qui chassent le coronavirus. Merci Ibrahima. Venons-en maintenant à la leçon de journalisme du ministre de la Culture et de la Communication au patron de presse. Le cours du jour a porté sur l'information en temps de crise sanitaire. Selon le professeur Abdoulaye Diop, l'identité et l'origine des cas de Covid-19 au Sénégal ne donnent aucune valeur à l'information. Aminata Mbaresso et Mohamed Dieng ont profité du cours. Le travail des journalistes en cette période de crise sanitaire, l'objet de cette rencontre entre des patrons de presse et le ministre de la Communication. Du point de vue du gouvernement, le message clé, c'était que les médias doivent être un peu plus accommodants par rapport à l'information que l'on donne sur la propagation de la maladie, notamment en ce qui concerne les détails sur les cas positifs. Oui, sauf que là, je peux le dire ainsi, on enfonce des portes déjà ouvertes. Parce qu'au sein des rédactions, il y a quand même un niveau de responsabilité suffisant. Dans les échanges, plusieurs préoccupations ont été soulevées. Je crois que certains détails en termes d'information n'ont pas leur raison d'être, à savoir qui est malade, d'où est-ce qu'il vient, quelle nationalité. Ce n'est pas les questions les plus importantes. Nous sommes sensibles aux arguments qui nous sont donnés. Il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas créer une panique, mais cela se fait de façon concertée, intelligente. Les journalistes sont des personnes responsables par définition. Si on leur parle, on peut comprendre. Personnellement, j'ai fait une proposition tout à l'heure pour que les points quotidiens qui sont faits par le ministère de la Santé soient un peu plus interactifs, parce que ça aurait pu donner l'opportunité au gouvernement de dire, à compter de telle date, nous ne donnerons plus de détails sur la provenance, sur l'origine, sur le lieu de résidence, etc. Et tout le monde l'aurait compris. Une véritable collaboration qui doit exister. Et nous allons très prochainement, mardi matin, avec mon collègue de la Santé, pour pouvoir aussi harmoniser entre la cellule de communication du ministère de la Santé et l'ensemble des patrons de presse. Au-delà de l'aspect sanitaire, la question financière a été également soulevée, d'où la nécessité de soutenir financièrement les maisons de presse pour la couverture médiatique de cette crise sanitaire.
Merci Aminata. Le Synpics, pour sa part, demande le changement de format des points de situation proposés quotidiennement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Selon Bamba Kassé, l'exercice semble risqué dans un contexte où les rassemblements sont interdits. Pour protéger les journalistes, il suggère au ministre d'user du digital et d'utiliser la télévision nationale comme un pool. Notre quotidien n'a pas changé, on continue à aller au contact, on continue à aller travailler. C'est pour ça que nous avons appelé les autorités, notamment le gouvernement, à changer et à réadapter sa méthode de communication. Le point de situation qui se fait une fois par jour, tous les jours à 17 h, pour ne pas se faire en présence des journalistes. Parce qu'il y a quand même un risque de regrouper une quarantaine, une cinquantaine de personnes dans une salle pendant 10 minutes. Alors que, justement, c'est le ministère de la Santé qui appelle à ce que de pareils regroupements ne se fassent pas ailleurs. Nous allons cet après-midi saisir le ministère pour leur demander d'utiliser les technologies. Ils peuvent, par Facebook, faire un live Facebook ou faire enregistrer et distribuer par WhatsApp ou bien distribuer même le communiqué par email afin d'éviter au maximum de regrouper les journalistes dans ces conditions-là. La troisième adresse, nous l'adressons encore au patron de presse, qu'il protège les journalistes qui vont sur le terrain, que ce qui n'est pas essentiel ne soit pas couvert, et que si les journalistes doivent y aller, qu'ils évitent de les envoyer dans des zones à risque. Une zone à risque, c'est une zone où on nous dit qu'il y a un cas avéré ou pas. N'amenez pas le journaliste là-bas parce qu'il pourrait contracter la maladie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez monsieur le directeur de la Solde.